Imaginons la situation suivante, d'accord? Oui, je vous écoute. On achète un nouvel ordinateur, ou bien une nouvelle voiture, ou même, je ne sais pas, une simple machine à laver. Ouais, il y a toujours un petit livret dans la boîte Exactement. Un petit manuel avec des instructions. pour savoir sur quel bouton appuyer. Voilà. Ce manuel explique comment la machine fonctionne et surtout comment éviter de la casser. Mais aujourd'hui, on va parler d'un manuel complètement différent. Très différent, en effet. Ce n'est pas écrit pour une machine en métal, c'est écrit pour un être humain. C'est un guide pour comprendre le cœur, la tête et l'âme d'une personne qui part faire la guerre. C'est exactement l'idée de ce document. C'est un guide pour structurer l'esprit humain, en fait. Parce que face au danger, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est ça? Mais non, on ne peut pas réagir au hasard. Quand une personne est face à la peur ou au chaos total, elle doit garder le contrôle. Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Je suis ravi d'être là, moi aussi. On a un document vraiment fascinant sur la table. C'est le fameux livre orange du ministère des Armées français. Le titre officiel est d'ailleurs très fort. Oui, très lourd de sens. Le titre, c'est Honneur, courage et dignité. Le comportement du soldat de l'armée de terre. Tout un programme. Et la mission de notre analyse aujourd'hui est très simple. On va lire ce manuel officiel, on va le décoder et on va le comprendre. Et le faire avec des mots de tous les jours. Absolument. On va utiliser un français de niveau simple. L'objectif, c'est que ceux qui nous écoutent puissent parfaitement comprendre ces grandes idées sans dictionnaire. C'est une excellente mission. Mais pour donner un peu de contexte avant de commencer, Oui, il faut savoir que ce livre orange, ce n'est pas un texte totalement nouveau, c'est une mise à jour. une grosse mise à jour. Ah oui, l'ancien manuel daté de l'année 2001, eh ben, le monde a énormément changé depuis 2001. Ah oui, la différence est immense. En 2001, on n'avait pas d'Internet mobile, Non, pas du tout. pas de smartphone dans les poches, et les grands réseaux sociaux n'existaient même pas. L'information allait beaucoup plus lentement. C'est une grande partie du problème, oui. L'information va trop vite aujourd'hui. Mais au-delà d'Internet, la nature même de la guerre a changé. Comment ça? Le texte officiel explique que pendant longtemps, le soldat français était vu comme un soldat de la paix. Des missions pour maintenir le calme, en gros. C'est ça. Mais récemment, les conflits dans le monde sont devenus beaucoup plus violents. Le livre cite spécifiquement la guerre en Afghanistan. Ah, donc la guerre est redevenue très dure. Très brutal. Des combats de haute intensité. Donc, l'armée devait absolument créer un nouveau guide moral adapté à cette nouvelle réalité très difficile sur le terrain. On comprend mieux pourquoi ils ont fait ça. Mais je m'arrête une minute sur certains mots. Allez-y. On parle souvent du mot guerrier et de l'expression code d'honneur. Oui, Quand on entend ces mots, on imaginait les chevaliers dans les vieux films, non? oui. Avec de grandes armures brillantes et des épées. C'est vrai, c'est l'image classique. Est-ce que c'est vraiment comme les chevaliers aujourd'hui? L'idée de base est similaire. Le chevalier du Moyen Âge avait besoin d'un code strict pour une bonne raison. Il était fort et il avait une arme. Donc sans règles, il devient juste un bandit. Exactement. Un danger pour les gens normaux. Aujourd'hui, le principe est le même, mais très moderne. Ce n'est pas du cinéma alors. Pas du tout. C'est un outil de travail. C'est un guide avec 10 articles stricts, 10 règles de vie qui disent aux soldats comment se comporter du matin au soir. Qu'il soit au calme dans sa base ou sous les tirs ennemis. C'est ça. D'accord. Décortiquons cela. Le texte dit que pour comprendre ce soldat, il faut regarder sa toute première promesse. Oui, le point de départ. Et c'est la première grande partie du livre qui s'appelle l'engagement. L'engagement, c'est le choix de porter l'uniforme. Et le manuel insiste sur un point vital. Lequel? Ce choix est fait par un homme libre ou une femme libre. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas forcé par la loi. Non, la personne décide de servir son pays et de protéger les autres. C'est la base du premier article. Alors, dans cette partie, il y a de grands mots. On va faire une pause pour les expliquer avec un vocabulaire simple pour notre auditeur. Très bonne idée. Il y a 3 grands mots: honneur, courage et dignité. Les piliers du code. Commençons par l'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un mardi matin normal au travail? L'honneur, en français simple, c'est tenir ses promesses. Tenir ses promesses, tout simplement. Voilà. Si une personne dit qu'elle va faire une chose, elle la fait, même si c'est dur. C'est ne jamais mentir à ses collègues. Donc ce n'est pas une image de gloire, c'est faire son devoir correctement. C'est ça, c'est une boussole dans la tête qui dit « je fais ce qui est juste, pas ce qui est facile D'accord, c'est très clair. Ensuite, on a le mot courage. ». Ah, le courage. Là, on a tous la même image en tête, je parie. On imagine le soldat qui saute d'un hélicoptère en plein vol. Ou qui court sous les balles, oui. Pour sauver quelqu'un, voilà. C'est normal d'imaginer ça. Et oui, affronter un ennemi demande un courage physique immense.
mais le manuel donne une autre définition. Ah bon? Quoi d'autre? Le courage, ce n'est pas juste un acte héroïque de 5 minutes. C'est une force tous les jours. Tous les jours? Oui, c'est surmonter la fatigue extrême. C'est continuer à marcher avec un sac très lourd quand il pleut, quand il fait froid. Quand on dort mal depuis des jours. Exactement. L'inconfort total. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on y pense bien, on peut faire une comparaison avec la vie de tous les jours. C'est vrai. Par exemple, le courage pour un étudiant à l'université, ce n'est pas de combattre un dragon, très fatigué et qu'il veut abandonner. C'est la même mécanique dans la tête, non? C'est une excellente comparaison. La mécanique psychologique est identique. Donc l'armée entraîne cette mécanique. Oui. Le soldat s'entraîne contre les petites difficultés. L'ennui, le froid. S'il gagne ces petites batailles contre lui-même tous les jours, un jour, il pourra affronter le grand danger. On n'est pas courageux, on le devient par la pratique. Minute par minute, oui. C'est beau. Passons au troisième grand mot, la dignité. Un mot très important. D'habitude, la dignité, c'est être poli ou porter des vêtements élégants. Mais dans l'armée, ça veut dire autre chose, j'imagine. Vous avez raison. Ça n'a rien à voir avec les vêtements. La dignité, c'est le respect. Se respecter soi-même et respecter les autres. Concrètement, ça donne quoi? Le document est très strict. Un soldat digne refuse la corruption. Il ne vole pas d'argent. D'accord. Et surtout, il doit bannir les addictions. Les addictions? La drogue, l'abus d'alcool, c'est totalement interdit par le code. Alors, on sait que c'est mauvais pour la santé, mais pourquoi insister autant sur l'alcool et la drogue dans un code moral? Parce que ces substances détruisent le contrôle de soi. Ah, je vois. Si un soldat perd le contrôle de son cerveau, il ne peut plus faire son travail. Et s'il ne fait pas son travail, il met ses amis en danger. Immédiatement. La dignité, c'est garder un esprit clair, parce que tout le groupe dépend de vous. Ce qui est fascinant ici, Ce qui est fascinant ici, c'est que l'armée demande de faire passer le succès du groupe avant l'ambition personnelle. ah oui, le groupe avant l'individu. C'est très différent de notre société moderne, non? Totalement. Dans la vie civile, on veut souvent briller tout seul, être le meilleur. Être célèbre sur Internet. Exactement. Mais à l'armée, l'honneur, c'est l'humilité. Servir les autres dans l'ombre. D'accord. On a vu l'intérieur de la tête du soldat, mais comment ça se passe avec le monde extérieur? C'est la deuxième grande partie du livre. Le comportement et la vie quotidienne. On passe aux articles 3 à 7. Oui, c'est l'attitude extérieure, comment on s'habille, comment on parle. Et sur la façon de parler, le texte utilise une expression très formelle, le devoir de réserve. Oui, le devoir de réserve. Faisons une pause pour bien expliquer ce terme niveau A2. Je pense aux réseaux sociaux. Instagram, TikTok, X. Oui, tout le monde y est. Aujourd'hui, tout le monde donne son opinion politique en ligne. Est-ce qu'un soldat peut faire une vidéo pour dire pour qui il va voter? Non, jamais. Absolument pas. Jamais. C'est ça le devoir de réserve. C'est l'obligation de rester neutre en public. Mais c'est un citoyen comme les autres, non? Bien sûr, dans sa tête, il pense ce qu'il veut. Et il va voter en secret aux élections. Mais sur Internet, pas de politique, pas de religion. Mais pourquoi? Ce n'est pas un manque de liberté? L'armée explique que le soldat représente toute la France, tous les citoyens. Ah, je comprends. S'il donne une opinion politique, il va diviser les gens. Certains vont l'aimer, d'autres vont le détester. L'armée doit rester unie pour protéger tout le monde. Et j'imagine qu'il y a aussi la sécurité? Évidemment, poster des photos de sa base militaire sur TikTok, ça donne des informations aux ennemis. Le silence protège. Toujours dans cette idée de groupe, il y a une autre belle expression, la fraternité d'armes. Ah oui, c'est essentiel. Fraternité, ça vient du mot frère, n'est-ce pas? Exactement. C'est bien plus qu'une amitié de bureau. C'est l'esprit de famille entre les soldats. Parce qu'ils souffrent ensemble. Ils vivent ensemble, s'entraînent durement, souffrent ensemble. Le manuel dit que ce lien est presque biologique. Donc si quelqu'un est malade, Si un soldat est blessé, ou même s'il fait une dépression à cause de sa vie privée, le groupe doit l'aider. on ne laisse personne sur le côté, quoi. Jamais. On ne laisse jamais un frère ou une sœur seul avec ses problèmes. Une sœur, oui. Le manuel parle beaucoup du respect entre les hommes et les femmes. La mixité est très importante. Hommes et femmes sont totalement égaux, avec les mêmes devoirs difficiles. Et le harcèlement? Tolérance zéro. Le harcèlement moral ou sexuel est interdit et puni. Parce que ça casse la confiance. Exactement. Sans confiance, l'équipe meurt à la guerre. Cette idée de confiance nous amène à un point qui m'a vraiment surprise. J'ai dû relire 2 fois. Lequel? Dans les films, le chef crie en ordre et le soldat obéit comme un petit robot. Une obéissance aveugle. Oui, le cliché du robot. Mais le manuel dit le contraire. Attendez, dans l'armée, on pense qu'il faut toujours obéir aveuglement.
Mais ici, le soldat doit utiliser son cerveau. Absolument. C'est formellement écrit. Il a le droit de dire non à son chef. Si l'ordre est illégal, il a l'obligation de dire non. L'obligation, pas juste droit. Oui, bien sûr, l'obéissance reste la base. Sinon, c'est le chaos. Mais c'est une obéissance intelligente. Vous avez un exemple? Si un chef devient fou et dit « voler cet argent », ou tirer sur ces civils sans armes, ou torturer ce prisonnier, D'accord, des choses criminelles. dans ce cas, le soldat doit refuser. On lui demande de rester un être humain avec une conscience. C'est une responsabilité énorme. Bon, on a vu l'entraînement et la paix. Mais le vrai test, c'est le combat face au danger. La troisième partie, la mission au combat, articles 8 à 10. La question ici, c'est comment rester humain quand on fait la guerre. Oui, et pour ça, il y a le droit des conflits armés. Le droit des conflits armés. Faisons une dernière pause vocabulaire. Expliquons ça simplement. C'est les lois internationales de la guerre. Des lois pour la guerre? C'est un peu bizarre, non? La guerre, c'est justement quand il n'y a plus de règles. Eh bien si, même dans la violence extrême, il y a des règles mondiales pour limiter la souffrance. Quelles sont ces règles, selon le manuel? Règle numéro 1, la solidarité absolue. On n'abandonne jamais un ami blessé ou mort. On ramène tout le monde. Ça, c'est très humain. Règle numéro 2, on n'abandonne jamais son arme ou son équipement. Mais pourquoi? Une arme, c'est juste du métal, non? Ce n'est pas grave de la perdre si on sauve sa vie. Ce n'est pas une question de prix du métal, c'est tactique. C'est-à-dire? Si vous laissez votre arme par terre, l'ennemi va la prendre. Et demain, il va tirer sur vos amis avec cette même arme. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. C'est logique. Ensuite, il y a la protection des civils. Le soldat ne détruit pas les maisons pour le plaisir. Il protège les hôpitaux et les écoles. D'accord. Mais que se passe-t-il si l'ennemi arrête de tirer? S'il se rend et lève les mains, Oui, s'il lève les mains en l'air. alors son statut change instantanément. Il devient un prisonnier de guerre. Et on lui tire dessus? Surtout pas. À la seconde où il se rend, le soldat français doit le protéger, lui donner de l'eau et même le soigner s'il saigne. Donc on demande aux soldats de soigner le type qui essayait de le tuer 2 minutes avant. Oui, c'est un contrôle de soi incroyable. Mais c'est la différence entre un soldat et un meurtrier. C'est très fort. Le livre cite d'ailleurs un ordre célèbre, du colonel Bernard Torrette. Un ordre donné juste avant de partir en opération en Irak, c'est ça? Oui, il parlait à ses soldats. Il leur disait que la cause était juste, mais il a ajouté une phrase magnifique. Qu'a-t-il dit? Il a dit « L'adversaire qui est le vôtre aujourd'hui sera demain votre ennemi. Mais vous vous battrez sans haine. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Se battre sans haine? » C'est difficile à imaginer, hein. C'est presque contre nature. Demander à quelqu'un de tirer sans ressentir de colère. Si on relie CMA à une vision plus globale, on comprend le but de ce manuel. Lequel? La maîtrise de la force. Le soldat n'utilise pas la violence parce qu'il est en colère ou méchant. Ce n'est pas une vengeance personnelle. Non, c'est juste un outil pour accomplir la mission de son pays. Le gars en face fait aussi son travail. Donc se battre sans haine, c'est pour protéger sa propre tête? Oui, pour garder son âme intacte, ne pas devenir un monstre, pour pouvoir un jour rentrer à la maison et vivre normalement. C'est un équilibre incroyablement délicat. On accomplit une mission très dure, mais on garde sa dignité du début à la fin. Et c'est pour ça que ce guide de 2001 a été mis à jour, pour rappeler que la force physique doit toujours être contrôlée par la morale. L'article 9 dit que la mission est sacrée, on va jusqu'au bout. Mais avec la morale. Absolument, toujours. C'est une analyse très riche. On voit bien comment fonctionne le cerveau de ces personnes. Oui. Mais avant de finir notre discussion, prenons du recul. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'on n'a pas besoin d'être militaire pour utiliser ces leçons. En effet, ce sont des leçons universelles pour la vie en société. Le courage au quotidien, ce n'est pas juste au milieu des explosions. C'est affronter ses petites peurs au bureau. Chercher l'excellence, bien faire son travail, même si on est boulanger ou informaticien. Aider ses collègues en difficulté, c'est la fraternité. Et défendre la dignité d'une personne moquée dans la rue. Ce sont des idées simples qui rendent tout groupe humain plus fort. L'application de ces règles améliore la vie de tous, oui, mais la fin du manuel nous pousse à réfléchir encore plus loin. Ah oui. Sur quoi? Le texte dit que pour faire sa mission, le soldat accepte le sacrifice suprême. Le sacrifice suprême. Ça veut dire donner sa vie, accepter de mourir pour les autres. Oui, c'est une pensée très forte, surtout dans notre société moderne. Une société qui aime beaucoup le confort et l'argent. Exactement. On veut réussir sa petite carrière tranquille, mais on peut se poser une question fascinante. Laquelle? Pour quelle cause aujourd'hui seriez-vous prêt à faire ce sacrifice? Qu'est-ce qui a assez de valeur pour qu'on donne notre propre vie? C'est la question finale. C'est vertigineux, vraiment, mais indispensable pour comprendre cet engagement.
Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est toujours un privilège de décrypter ces textes sur la psychologie humaine. On espère que cette exploration a plu à ceux qui nous écoutent et qu'ils ont pu apprendre de nouveaux mots avec nous. L'apprentissage ne s'arrête jamais. On retiendra que ce livre orange, ce n'est pas juste des règles administratives, c'est construire un humain capable de traverser le chaos sans perdre sa lumière. Prenez tous bien soin de vous et on continue à rester curieux.